Guillaume Larrivé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche sur RCJ pour répondre à nos questions, pour balayer ensemble pendant une demi-heure l'actualité de cette semaine. Une actualité qui a été marquée cette semaine et pas plus tard que ce week-end encore par ce que l'on appelle un drame de l'immigration, nouveau drame de l'immigration, 8 jours après le naufrage au large de Lampedusa qui a fait 359 morts. C'était vendredi après-midi. Une autre embarcation, elle vraisemblablement en provenance du Moyen-Orient, qui a échoué au large de Malte, faisant là encore des dizaines de victimes. Est-ce que, à l'instar du sénateur UMP Philippe Marini, vous regrettez le régime de Kadhafi qui barrait la route à cette immigration ? Non, ça n'est pas la question. La vérité, c'est que le drame de Malte, après celui de Lampedusa, c'est évidemment une tragédie humaine considérable et ça appelle une réponse politique extrêmement déterminée. Très concrètement, l'Europe de l'immigration aujourd'hui ne fonctionne pas, tout est à revoir. Le système Schengen est une passoire, le contrôle des frontières n'existe quasiment pas et il est urgentissime d'engager à l'échelle du continent européen avec les pays d'origine un vrai dialogue qui permette de maîtriser l'immigration et d'offrir à ces populations un avenir dans leur pays. Vous savez, il y a 5 ans maintenant, en 2008, le président Sarkozy, lorsqu'il présidait l'Union européenne, avait négocié à l'échelle des 27 un pacte sur l'immigration. Eh bien, il y a urgence maintenant à passer du pacte aux actes, c'est-à-dire des principes à une action opérationnelle, enfin, qui permette de relever ce défi. L'inaction européenne est un véritable scandale, est une véritable honte aujourd'hui. Et moi, j'attends de François Hollande et de Manuel Valls, le ministre chargé de l'immigration, de véritables initiatives à Bruxelles pour faire fonctionner de manière opérationnelle, au-delà des mots, l'Europe de l'immigration. Mais le défi est de taille quand on voit que même sur le continent européen, on a des problèmes avec la Roumanie ou encore la Bulgarie. Tout est à revoir, les instruments juridiques, opérationnels, diplomatiques. Moi, je pense qu'une initiative devait être prise au niveau des 5 ou 6 États de l'Union européenne qui concentrent en réalité 80% des flux migratoires, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, mais aussi la Pologne. Je pense qu'il faut un système beaucoup plus intégré, des règles d'asile communes, une police aux frontières également unifiée, un corps de garde-frontières européen et encore une fois un dialogue avec les pays d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que l'aide publique au développement que nous adressons à ces pays devrait être conditionnée à des efforts de maîtrise de l'immigration. Encore une fois, tout est à revoir. On ne peut pas se payer de mots. Aujourd'hui, l'Europe de l'immigration, l'Europe de Schengen est dans une ornière bureaucratique et il faut vraiment mettre là-dedans de la responsabilité politique, de la volonté politique. Je regrette d'ailleurs qu'à ce stade, le président Hollande, depuis 16 mois, n'ait jamais évoqué les questions d'immigration au niveau qui est le sien, celui des chefs d'État et de gouvernement. Il y a aussi une carence qui est en train de se payer aujourd'hui du prix de centaines de morts. Nadège Buljac. C'est le second tour de l'élection cantonale de Brignoles dans le Var aujourd'hui. Et le candidat Front National a de très bonnes chances d'être élu. À quoi attribuez-vous cette percée du Front National ? À l'évidence, on assiste aujourd'hui à une défiance à l'endroit des responsables publics. Alors cette défiance, elle a plusieurs causes. Depuis 35 ans, il faut garder à l'esprit que tous les partis de gouvernement ont échoué à se faire réélire. On pourrait faire toute la séquence, mais depuis 1978, il n'y a pas un seul parti de gouvernement qui a été réélu à l'élection suivante. C'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est l'exaspération qui est en train de monter contre le gouvernement actuel. Moi, je suis frappé de cela. Sur le terrain, chez moi, par exemple, dans l'Yonne, à Auxerre ou en Puisay, on sent... À Auxerre, où d'ailleurs vous êtes candidat à la municipale. Absolument. Je suis candidat pour devenir le député maire d'Auxerre. En tout cas, c'est ce que je propose aux Auxerroises et aux Auxerrois. Donc, sur le terrain, il y a cette exaspération contre le bombardement fiscal, et puis au-delà, le sentiment qu'au fond, on est gouverné par des incapables. Et ça se traduit par quoi ? Par de l'abstention. À Brignoles, dimanche dernier. Mais ce n'est pas la seule explication, l'abstention. De l'abstention et, naturellement, la volonté qui est exprimée par certains électeurs a été de tout envoyer balader en votant pour des partis qui sont, à l'évidence, d'abord dans la contestation. Et le challenge pour nous, le défi pour nous à l'UMP ou à l'UDI, dans les formations qui aspirent à gouverner à nouveau le pays, évidemment, notre défi, c'est d'apporter des solutions concrètes, opérationnelles aux besoins des gens. Moi, je n'ai pas envie, Nadège Buljac, qu'on parle matin, midi et soir du Front National. Je pense que le vrai sujet, c'est de parler des problèmes des Français, de la sécurité,
du chômage, de la montée des communautarismes aussi. Sur tous ces sujets, on doit apporter des réponses opérationnelles répondant aux attentes des Français. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il monte le Front National, excuse-moi Jonathan. C'est peut-être pour ça aussi qu'il monte le Front National et qu'on est quand même obligé d'en parler. Il faut bien qu'on essaye de comprendre pourquoi le Front National monte. Oui, mais encore une fois, je pense que le vrai sujet, c'est de répondre aux attentes concrètes, opérationnelles des gens. Moi, je ne suis pas du tout favorable à ce que les politiques se regardent le nombril en se demandant quel positionnement tactique ils doivent avoir par rapport à Madame Le Pen. La vraie question, par exemple, sur la sécurité, c'est de savoir, au-delà des coups de menton de Manuel Valls, quelles sont les réponses opérationnelles qu'on apporte à l'explosion des cambriolages, par exemple. Ça, c'est une question qui préoccupe nos concitoyens dans les campagnes comme dans les villes. La question du chômage aussi est évidemment un problème absolument majeur depuis tant d'années. Et les Français voient bien que le gouvernement actuel n'est guère efficace là-dessus. Et tout ça, ça génère de l'inquiétude, ça génère une préoccupation extrêmement vive. Et du coup, c'est vrai, parfois, le sentiment de défiance est tellement élevé que la question du Front National revient malheureusement au centre des débats. Moi, je voudrais d'abord qu'on parle des solutions. Alors, le Front National, Nadège, vous avez une question justement sur oui, cette écoutez, on va implantation encore parler un petit peu du Front National parce que hier, il a essayé, enfin actuellement plutôt, le Front National tente une percée à l'école. Hier, Marine Le Pen a présenté à Paris le collectif Racine. C'est un collectif qui réunit des professeurs qui étaient jusque-là à gauche, des anciens chevènementistes en fait, et qui aujourd'hui se retrouvent dans ou proche du Front National. Comment on peut expliquer ce phénomène ? Des gens qui se classaient à gauche, du côté de M. Chevènement, se retrouvent aujourd'hui du côté de Marine Le Pen. C'est étonnant. Je ne sais pas si ce collectif Racine, qui est apparu hier, pèse beaucoup Pour l'instant, il ne pèse pas. L'éducation Enfin, il existe. nationale. Mais il peut en effet y avoir des mouvements. Vous savez, aujourd'hui, le plus grand carburant du Front National, paradoxalement, c'est la gauche. C'est les déçus de la gauche. On le voit bien. Vous dites la gauche, oui, mais enfin, ces anciens chevènementistes, c'est pas chez vous qu'ils sont allés, c'est chez Marine Le Pen. Pourquoi ? Vous n'avez pas su, vous, leur parler ? Je pense qu'il y a des mouvements souterrains qui s'opèrent et qu'en effet, certains déçus, au fond, de la gauche ou des gauches, ont tendance à rejoindre de temps en temps Marine Le Pen. Écoutez, je vais vous donner un exemple très concret. Vous évoquez, vous, quelques professeurs chevènementistes. Moi, j'ai discuté très récemment à Auxerre, sur le marché, avec un ouvrier retraité, qui disait quoi ? Qui disait, au fond, ras-le-bol d'une Europe qui ne marche pas, ras-le-bol d'une classe politique qui n'est pas assez à l'écoute de nos attentes. Et ce monsieur disait qu'il allait voter Le Pen. Bon, notre défi à nous, c'est de leur dire pas du tout. Si vous votez Le Pen, vous allez véritablement entrer dans une impasse. On voit bien sur les questions de fond qu'elle n'apporte pas de réponse, Madame Le Pen. Prenez la question de l'euro. C'est tellement facile de dire « Yaka, Faucon, sortir de l'euro ». Qu'est-ce que ça voudrait dire, sortir de l'euro ? Ça voudrait dire rétablir un franc qui vaudrait 30%, 40% moins fort que l'euro et qui concrètement diminuerait l'épargne des Français. C'est ça qu'on veut ? Évidemment pas. On continuera à rembourser notre dette en euros, évidemment. Absolument. Et ce serait donc une catastrophe financière hallucinante. Ça serait pour les retraités, pour les classes moyennes, une véritable catastrophe. C'est ça qu'il faut expliquer. Il faut expliquer aussi aux agriculteurs que la sortie de l'Union européenne, ça voudrait dire la fin de la PAC et donc une diminution extrêmement forte des revenus des agriculteurs. Vous savez, il y a une imposture de Marine Le Pen. Elle essaie en réalité de surfer sur les mécontentements, les inquiétudes, les préoccupations. Et ces préoccupations, elles sont très vives. Il faut y répondre. Mais c'est une imposture parce que les réponses que propose Madame Le Pen conduirait véritablement le pays à la catastrophe. Et je pense vraiment que notre responsabilité, à nous, députés de l'UMP, c'est aussi d'expliquer cela en parlant du fond et en ne se contentant pas d'évoquer les petites manœuvres d'appareil ou les positionnements tactiques des uns et des autres. Alors arrêtons de parler du Front National et parlons du Parti Socialiste, puisque le PS aujourd'hui organise 5 primaires à travers le territoire. Tout le monde, en tout cas de grandes parties d'entre nous et autres observateurs, auront les yeux tournés vers Marseille. C'est la plus grande circonscription qui vote ce dimanche pour ce scrutin. Quel est selon vous le candidat qui pourrait être le plus dangereux pour Jean-Claude Gaudin si l'un des 6 candidats devait sortir de ce scrutin? Je ne vous demande peut-être pas un nom directement, mais en tout cas, quel est le profil du candidat qui pourrait faire trembler la mairie UMP actuellement à Marseille? Alors, je ne suis pas un grand expert de la politique marseillaise. Ce que je constate en revanche, c'est que le Parti socialiste
perd toutes les élections partielles depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est quand même pas un détail. 8 élections partielles perdues sur 8, ça prouve bien qu'il y a une volonté de changement qui s'exprime au sein du peuple français et une très faible confiance à l'égard du Parti socialiste. À Marseille, je crois que Jean-Claude Gaudin et ses équipes ont à la fois l'expérience et la volonté de construire l'avenir de cette ville qui est la deuxième ville de France et qui fait face à des défis extrêmement préoccupants. Je pense notamment au défi de l'insécurité. J'ai regardé le débat des primaires qu'Olivier Mazerolle et d'autres animaient. Je n'ai pas vu dans les 6, 7 ou 8 challengers de Jean-Claude Gaudin quelqu'un qui ait l'étoffe de faire face au sénateur-maire de Marseille. Et là encore, concernant l'insécurité, le discours du gouvernement, le discours de Manuel Valls et de Christiane Taubira sur l'insécurité à Marseille, vous a un peu convaincu ou pas du tout ? Je ne suis pas du tout convaincu par les coups de menton. Il ne suffit pas de dire « yaka, faucon ». Il faut obtenir des résultats. Et ces résultats, ils ne sont pas au rendez-vous. Moi, j'ai une forme de sympathie pour Manuel Valls. Il a un discours républicain. Et malheureusement pour lui, il en est réduit à faire de la figuration. Parce qu'en réalité, que se passe-t-il ? Il se passe que sur les grands arbitrages, il a été mis en minorité par le président Hollande. Et aujourd'hui, c'est Christiane Taubira qui fait hélas la pluie et le beau temps au sein du gouvernement. C'est Christiane Taubira qui, mercredi au Conseil des ministres, a présenté ce projet de loi hallucinant, qui est une véritable folie. La chancellerie elle-même, les services du ministère de la Justice disent que 3 000 à 7 000 délinquants violents vont être libérés du fait de la loi Taubira. On marche sur la tête. Et les discours de Manuel Valls n'y peuvent rien face à une réalité tragique aujourd'hui pour les Français. La loi Taubira est une véritable menace pour la sécurité des Français, à Marseille comme ailleurs, y compris dans des campagnes de Bourgogne. Alors Guillaume Larrivé, vous êtes effectivement député de Lyon, député UMP. Une question sur l'UMP, Nadège ? Sur les sondages surtout. Oui. Les sondages, selon les sondages qui se ressemblent tous, en tous les cas, concernant Nicolas Sarkozy, puisqu'il reste toujours le préféré des Français, et encore plus celui des sympathisants de l'UMP pour 2017, loin devant François Fillon. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'offensive de l'ancien Premier ministre ne paye pas pour le moment ? Je vais être très direct, Nadège Puljac. Je crois que les déclarations récentes de François Fillon ne sont ni élégantes ni habiles. La politique, ça ne doit pas être une sorte de psychanalyse publique. L'affichage des états d'âme n'a guère d'intérêt. Et je vais même aller au-delà. On a parfois l'impression que François Fillon reproche au président Sarkozy de l'avoir nommé Premier ministre et même de l'avoir maintenu à Matignon. Ce que dit M. Fillon, c'est qu'il a présenté à 2 reprises, je crois, sa démission au président Sarkozy, qui n'en a pas voulu. C'est ce qu'il dit. Ce serait intéressant de le vérifier, mais au-delà de tout cela, je pense que François Fillon, mais ne doit pas prendre ses désirs pour des réalités. Il y a une réalité aujourd'hui, il y a une vérité dans notre pays, au sein du peuple de droite, même au-delà, au sein du peuple français, c'est qu'il y a une attente. Nicolas Sarkozy est très clairement perçu comme très nettement au-dessus du lot, parce qu'il a l'expérience du chef d'État qu'il a été pendant 5 ans, et parce que les Français savent qu'il reste à leur service. Alors, au-delà des questions de personnes et de rivalité entre hommes, est-ce que les différentes sorties de François Fillon sont bonnes pour la vie du parti, pour la vie de l'UMP ? Moi, je le dis comme député, mais aussi comme candidat à l'élection municipale. J'attends des uns et des autres qu'ils veuillent bien mettre les choses dans l'ordre. Il y a 2017, mais avant 2017, il y a 2013 et 2014. L'urgence, c'est de se concentrer sur la bataille des municipales, avec une idée simple. Il faut que dans nos villes, on réussisse à démontrer qu'on sait faire le contraire de ce que le Parti socialiste fait à la France. Sur les questions de fiscalité, sur les questions de sécurité, sur les questions économiques, les Français nous attendent. Et il faut que dans quelques mois, dans les villes,
on fasse la démonstration de nos capacités de gestion. C'est ça l'urgence. C'est pas de savoir, dans une espèce de concours de beauté, si Monsieur Fillon considère qu'il a été suffisamment ou pas assez bien traité dans les années récentes et si il estime dans les mois et dans les années à venir qu'il est mieux placé que le président. Tout ça n'a strictement aucun sens. Ce qu'attendent les Français, c'est des réponses opérationnelles à leurs problèmes. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit en ordre de bataille pour qu'en mars 14, eh bien, on puisse dire stop à Hollande, stop à Taubira. Et ça passe par la bataille de Paris avec Nathalie Kosciusko-Morizet, la bataille de Marseille et aussi les batailles d'un certain nombre de villes de taille intermédiaire comme Tourcoing avec mon collègue et ami Gérald Darmanin, comme Auxerre, comme Reims avec Arnaud Robinet. Il y a toute une nouvelle génération de députés de l'UMP qui part au combat dans les mois à venir et notre priorité, notre urgence, c'est de gagner cette bataille-là. C'est pas d'être l'arbitre des élégances entre Monsieur Fillon ou d'autres personnes. Est-ce que vous seriez aussi sévère avec Xavier Bertrand, l'ancien ministre, qui a dit ce matin qu'il était mieux placé que M. Sarkozy et M. Fillon pour 2017 ? Je pense que chacun doit rester humble. Et si j'avais un conseil, si je me permettais de donner un conseil à Xavier Bertrand, qui a plein de qualités, qui est expérimenté, qui a fait du bon travail quand il était le ministre des Affaires sociales de Nicolas Sarkozy, c'est de ne pas aller plus vite que la musique. Alors un autre sujet, la loi sur la transparence de la vie publique est entrée en vigueur hier. C'est cette loi qui oblige les responsables politiques à présenter, à déclarer leur patrimoine. Est-ce que, selon vous, cette loi est une bonne chose ? Cette loi est une véritable imposture. C'est la loi Cahuzac. Elle a été votée par les députés socialistes pour faire semblant d'apporter une réponse à ce scandale inouï de la Ve République qui a vu le ministre des Impôts détenir un compte en Suisse et frauder le fisc. Voilà la réalité. J'ai parfois le sentiment que le président Hollande a voulu, si vous me permettez cette expression familière, balancer la patate chaude à l'ensemble de la classe politique en réalité. Moi, ça ne me gêne pas de déclarer mon patrimoine, je veux bien être transparent, mais je pense que notre responsabilité, c'est pas d'être dans une espèce de striptease permanent. La question de savoir si je possède une Twingo ou une Citroën C5 n'a, je crois, aucun intérêt et je regrette l'espèce de démagogie qui a consisté à voter cette loi. Naturellement, j'ai voté contre et je l'assume complètement. Nadège ? Alors le Conseil constitutionnel vient de dire non à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. C'est désormais incontestable, a dit François Hollande. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Il y a deux questions. Il y a une question juridique, elle est tranchée par le Conseil constitutionnel, et puis il y a une question véritablement politique, celle de l'attitude que nous devons avoir face aux progrès techniques. Moi, je ne suis pas un militant acharné du principe de précaution. Et justement, il y en a beaucoup dans votre camp qui voudraient bien le supprimer, ce principe de précaution. Vous êtes contre ? Vous êtes pour ? J'ai co-signé une proposition de loi constitutionnelle pour supprimer le principe de précaution. Je pense qu'il faut naturellement réfléchir de manière équilibrée et raisonnable. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Mais sur la question très précise des gaz de schiste, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut accepter d'étudier sereinement, sérieusement, techniquement, les avantages et les inconvénients des différentes méthodes d'exploration et pour l'instant, on n'en connaît qu'une, d'exploitation. C'est ça le problème. À part de schiste. la fracturation hydraulique, il y a d'autres méthodes d'aller rechercher le gaz de schiste. C'est bien ça le problème. Oui, je pense qu'il faut justement faire le bilan de ce qui se passe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en évaluant à court terme, à moyen terme et à long terme toutes les conséquences de cette exploration et de cette exploitation des gaz de schiste. Je crois qu'en tout cas, on ne peut pas s'interdire dans un pays, la France, qui a une croissance zéro, ou quasiment, et un chômage de masse, on ne peut pas s'interdire de réfléchir lorsqu'on voit que la première puissance du monde, les États-Unis, exploitent les gaz de schiste et en font un moteur formidable de croissance. Vous dites que la croissance est au niveau zéro en France. Ça n'a pas l'air d'être l'avis du ministre des Finances, Pierre Moscovici, qui, lui, dit et redit encore ce matin dans le JDD que la reprise est là. Il faut le croire ou pas ? Quand je discute avec des chefs d'entreprise dans Lyon, notamment dans le bâtiment, je n'ai malheureusement pas le sentiment que la reprise soit là.
Très concrètement, et sans vouloir être trop technique, comme vous le savez, pour créer à nouveau des emplois, il faut avoir une croissance de 1,5% du PIB, grosso modo. Nous n'en sommes aujourd'hui malheureusement pas là pour une raison très simple. C'est que les entreprises ont des boulets aux pieds et il y a beaucoup d'occasions manquées. On discutait récemment à l'Assemblée nationale un projet de loi dont j'étais co-rapporteur au titre de l'UMP sur la simplification du droit applicable aux entreprises. On ne va pas assez vite, on ne va pas assez loin. On devrait être audacieux, notamment en matière de droit du travail. Quand vous savez que dans le Code du travail, il y a 10 000 articles, on se dit qu'on marche complètement sur la tête et qu'on attache au pied de nos entreprises et notamment de nos PME des boulets qu'on n'a pas, par exemple, en Allemagne. Je pourrais aussi évidemment parler de la fiscalité. Quand on voit qu'on a 56% du PIB français consacré aux dépenses publiques, alors qu'en Allemagne on est à 45%, vous voyez la marge énorme que nous avons pour progresser et pour créer à nouveau de la croissance et des richesses. Ça n'est pas un propos théorique, c'est la réalité de la vie des entreprises françaises. Alors vous parliez des États-Unis il y a quelques instants, et c'est vrai que les États-Unis, selon les projections, seront le premier producteur de pétrole au monde d'ici 1 an, dit-on. Mais pourtant, en tout cas, à l'heure qu'il est, le gouvernement fédéral s'enfonce dans la crise, le fameux shutdown, depuis plus d'une semaine maintenant. Est-ce que selon vous, cette nouvelle crise pourrait traverser l'Atlantique et plus rapidement qu'on ne l'attend? L'affaire du shutdown, c'est aussi une leçon institutionnelle pour nous autres Français. Ça prouve qu'aux États-Unis, on prend le Parlement au sérieux. Et moi, j'attends de l'évolution de la vie politique française qu'on renforce les droits et les pouvoirs du Parlement. En réduisant notamment le nombre de députés. En procédant à des réformes majeures, j'ai déposé une proposition de loi constitutionnelle assez audacieuse qui dit que 400 députés plus puissants seraient sans doute au plus lieu de efficaces 577 que actuellement. 577, je crois. Il faut par exemple en finir avec ces séances absolument grotesques des questions d'actualité qui consistent à mettre en scène de manière parfaitement artificielle une espèce de clivage théâtral entre la droite et la Mais les gauche. Français aiment bien ce théâtre. Ils sont beaucoup à regarder la télévision à l'heure des questions au gouvernement. Je pense qu'il y a un rapport très ambigu de nos compatriotes à l'égard de ces séances de questions d'actualité. Il y a effectivement une audience qui est assez élevée, mais il y a aussi le sentiment que le théâtre de Guignol, ça n'est pas ça. Moi, je suis pour une politique sérieuse, une politique qui assume au fond une certaine gravité de la situation de notre pays. Et je ne suis pas du tout à l'aise lorsque je vois aux séances de 15 heures certains collègues se mettre à hurler contre le gouvernement, de même que je ne suis pas du tout content quand je vois que le gouvernement se contente d'annoncer depuis 16 mois, c'est la faute à Sarko. La nullité des réponses des ministres est quand même quelque chose de très préoccupant. Répondre à chaque fois, c'est pas nous, c'est la faute du quinquennat précédent, franchement, Nadège Pudjak, ça n'est pas à la hauteur des attentes des Français. Alors justement, le quinquennat précédent, il va beaucoup en être question cette semaine à l'UMP, puisque vous organisez une convention sur cette question. Enfin, je crois que vous allez revoir un petit peu la politique des 10 dernières années, quand la droite était au pouvoir. Est-ce que vous allez assister, vous, à cette convention où on va examiner le quinquennat de M. Sarkozy et peut-être même celui de M. Chirac, donc? Jean-François Copé, très aimablement, m'avait proposé de participer à une table ronde sur la sécurité et j'ai malheureusement décliné car je serai sur le terrain à Auxerre, dans les quartiers, jeudi après-midi au moment de cette convention. Vous préférez tourner vers l'avenir que vers le passé, alors. Au-delà de ça, ce que je constate, c'est que Jean-François Copé, avec efficacité et avec un certain talent, essaie de rassembler autant que possible la famille UMP. Il y a eu cet été un débat un peu artificiel sur le droit d'inventaire. Moi, je crois qu'on a d'abord un devoir d'argumentaire et je sais que Jean-François Copé est dans cet esprit. J'appelle d'ailleurs votre attention, Nadège Pudjak, sur le titre de la convention de l'UMP jeudi. Qui n'est pas l'examen du quinquennat de Sarkozy. Ça, est entre nos mains. C'est ça, le titre de cette convention. Donc Jean-François Copé et toute l'UMP est désormais tournée pleinement vers l'avenir. Alors, une question rapidement encore. Oui, rapidement, mais cette question me tient à cœur. Guy Bedos a insulté Madame Nadine Morano, qui d'ailleurs a porté plainte. Avez-vous été choqué par les propos de Guy Bedos ou bien est-ce que ça fait partie de la libre expression d'un humoriste ? Je suis extrêmement attaché à la liberté d'expression. Je trouve d'ailleurs que dans notre pays, elle est insuffisamment défendue. Mais la liberté d'expression, ça n'est pas l'insulte. Et être un humoriste de gauche estampillé comme tel n'excuse pas tout. Donc moi, je veux dire, et je lui ai dit d'ailleurs hier, toute mon amitié à Nadine Morano. Mais vous savez, la liberté d'expression, c'est un vrai sujet. Lorsqu'on voit que le rap
ose porter plainte contre chacun des ministres de l'Intérieur, Brice Hortefeux, puis Manuel Valls aujourd'hui, dès que le ministre de l'Intérieur dit une vérité qui dérange, je trouve ça parfaitement regrettable. Vive la liberté. Il vaut mieux un excès de caricature à un excès de censure. Il vaut mieux parler fort, il vaut mieux parler dru. Il faut parler de la réalité des Français et arrêtons de nous auto-censurer. Alors justement, est-ce que vous faites partie de ces 82% de Français qui estiment que les Bleus, l'équipe de France de foot, n'est pas bonne, n'a pas une bonne image ? Moi, je fais surtout partie des supporters de l'AGIA et j'irai accompagner l'équipe de foot d'Auxerre à Lille, qui va donc, l'équipe de foot d'Auxerre, qui est malheureusement en Ligue 2, affronter une équipe de Ligue 1. C'est ça ma vraie préoccupation. Quant à l'équipe des Bleus, elle est un peu comme le gouvernement Hollande en ce moment, c'est-à-dire pas complètement à la hauteur, je le crains. Une dernière question, Guillaume Larrivé, une question que nous posons chaque semaine en partenariat avec le site d'information littéraire MyBooks. La question est très simple. Quel est le livre que vous êtes en train de lire et pourquoi ? Eh bien, je suis en train de lire le dictionnaire du libéralisme que mon ami Mathieu Laine a publié l'année dernière. C'est un bouquin très agréable qui peut se lire en le feuilletant d'une rubrique à l'autre et ça permet de rappeler quelque chose dans lequel je crois profondément. Caricature sur le libéralisme, il y a beaucoup de choses à apprendre de Tocqueville par exemple ou de Valéry Giscard d'Estaing en son temps. Je crois que l'idée de liberté, c'est une idée d'actualité. Ce sera le mot de la fin de votre grand entretien. Merci Guillaume Larrivé d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez